Ce week-end, Télé 50 célébrera ses 13 ans d'âge. Son patron, Jean-Marie Kassamba, prévoit un événement qui permettra, comme chaque année, d'entrer dans l'intimité de ce média qui accompagne au quotidien les Congolais et leurs institutions. Nouvelle rassurante de la part des FARDC au front, plusieurs localités sous contrôle de la milice Codeco en Ituri ont été récupérées lors de l'opération Chasse aux Chacals. Vous suivrez dans ce journal le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région. Les Léopards ont sorti la tête de l'eau ce dimanche à Franceville, victoire 2-0 en match comptant pour la qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2024. Si victoire il y a face au Soudan, au match retour, il y a une forte possibilité de se rendre à cette fête du football continental. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrage ce lundi à Kinshasa des travaux préparatoires de la table ronde sur l'état des sièges décrété en Ituri au Nord Kivu. Plusieurs parties composantes sont attendues pour examiner les conditions de la réqualification de cette mesure 2 années après sa mise en place. C'est une rencontre qui se tient en réponse aux différentes recommandations dégagées par le gouvernement de la République relatives à l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par les présidents de la République qui avaient annoncé la tenue d'une table ronde devant examiner les conditions de la requalification de cette mesure. Quelques membres du gouvernement, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que certains officiers supérieurs des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise et des personnalités tant civiles que religieuses sont attendus à cette rencontre appelée à requalifier la situation d'urgence dans les 2 provinces concernées. Rappelons que l'état de siège est en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis mai 2021. Sur terrain, des voix se sont levées à plusieurs reprises pour exiger la levée de cette mesure qui, d'après cette catégorie de la population, l'état des sièges n'a pas produit des résultats escomptés. Cette mesure d'exception a coïncidé avec la reprise des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Tout récemment à Luanda, une feuille de route a été adoptée pour la cessation des hostilités et le retrait du M23 des zones occupées. Si certaines bastions ont été cédées aux éléments de l'EAC, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda occupent toujours une grande partie des territoires des Masisi, Rutshuru, Nyiragongo dans le Nord Kivu, sans oublier Bunagana. Du reste, l'opinion attend des pistes de solutions efficaces à l'issue de cette table ronde pour un retour des paix dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En Ituri, 7 localités, dont un bastion de Codeco situé au village Petro, sont passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le résultat de l'opération baptisée Chasse aux Chacals menée par les FARDC. Elle vise entre autres à mettre fin à l'activisme du groupe armé Codeco en territoire de Djougou. On écoute à ce sujet le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Comme c'était annoncé par le gouverneur militaire et commandant des opérations lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, depuis ce matin, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de lancer les opérations militaires contre les groupes armés Codeco, auteurs de massacres des non-populations en territoire de Djougou. Donc pour cette première journée du lancement des opérations, les forces armées ont récupéré le village Petro. Vous savez que c'est l'un des bastions des groupes armés Codeco où tout se congite pour attaquer cette partie de la République. Ce matin, sous la conduite des opérations par le général-major Niembo Abdallah, qui est sur terrain, les forces armées viennent de conquérir cette localité. Pour le moment, nous appelons la population à regagner leurs milliers. Dans l'entretemps, les forces armées continuent avec les opérations sur terrain. Et nous sollicitons à la population encore une fois de collaborer avec les forces armées, de dénoncer tous les cas suspects, comme ça a été annoncé par le gouverneur, le mandat d'arrêt ont été lancés contre les auteurs et les co-auteurs de massacres, de tueries dans le territoire de Djougou. Pour le moment, nous sommes à la recherche de celui-là on appelle Tsura
on va l'arrêter et il sera déféré à la justice. Si on ne l'arrête pas vivant, on va retrouver son corps sur le champ de bataille. Donc voilà la lieu où nous sommes. Nous appelons la population tout entière à rester calme et à faire confiance aux forces armées. Pour l'heure, la situation sécuritaire dans la partie est du pays reste précaire. Des accrochages ont de nouveau été signalés dans différents sites dans le Grand Nord opposant les rebelles du M23 au groupe d'autodéfense. Des détonations d'armes lourdes et légères créent la panique au sein des populations locales qui ne cessent de se déplacer vers d'autres localités. C'est devenu récurrent que les affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo, impliquant les rebelles du M23, ont eu lieu dans le Grand Nord, rompant un calme fragile observé lors des annonces faites par les forces du mal, celle de quitter certains territoires congolais. Des hommes armés, appelés localement Wazalendo et se présentant comme des patriotes en lutte contre le M23, organisent des attaques contre les positions des ennemis dans leurs coins respectifs. Une position rebelle à Kibumba, à environ 20 km de Goma, a expliqué une source militaire sous couvert d'anonymat et l'un des cas les plus récents. Les Wazalendo, plusieurs fois arrêtés par l'armée loyaliste, l'objectif n'est pas celui d'une répression contre ces patriotes qui se caractérisent par l'autodéfense farouche contre les forces extérieures, mais de garder la dignité des FARDC en voie d'être délités des armées qui se battent selon le standard international. Les Wazalendo résistent pendant plusieurs heures de combat contre le M23, a confirmé Fataki Sebatutsi, président de la société civile du groupement Ensemble de villages de Kibumba. Ceci attire l'attention de la hiérarchie militaire, celle de trouver des voies et des moyens de les formaliser selon la loi de la programmation militaire et les considérer comme les réservistes des armées, comme dans les pays du monde entier. Dans l'actualité également, Kinshasa accueille ce lundi la première conférence internationale sur les violences basées sur le genre. Cette conférence a pour thème « Travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo ». Le début de ces assises de 2 jours marque la clôture de la campagne « Tolérance zéro immédiate contre les violences sexuelles basées sur le genre et l'impunité » lancée en juin 2021 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. 24 juin 2010, 24 juin 2023, voilà déjà 13 ans depuis que Télé50 est entré et s'est affirmé dans les vies des Congolais, représentant la fierté du pays dans les secteurs des médias. La chaîne s'est également imposée comme le véritable miroir de la société congolaise. Sa ligne éditoriale, inspirée et dictée par son patron Jean-Marie Kassamba, et la défense des intérêts de la République démocratique du Congo et de ses institutions. Comme chaque année depuis ses débuts, un événement aura lieu mêlant invités et journalistes, un moment de gaieté qui fait tomber les masques de la télévision pendant une brève détente de qualité. Les invitations sont lancées et plusieurs surprises seront de la partie. On va parler à présent des services d'assiette en République démocratique du Congo qui ont mobilisé que 26,22% des recettes publiques pour l'instant. C'est ce qui ressort du condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo daté du 24 mai 2023. Nous aurons plus de détails de cette brève dans nos prochaines éditions. En prélude de la semaine minière organisée à Lubumbashi, la Société nationale d'électricité, par les biais de son directeur général Teddy Luamba, a présenté à travers un exposé un plan pouvant atteindre une puissance capable de couvrir tous les besoins en énergie électrique devant les partenaires et investisseurs du secteur minier. Face à un parterre de partenaires et investisseurs des secteurs miniers, gros clients de la Société nationale d'électricité, le directeur général d'intérim, le professeur Teddy Luamba, a démontré ce que représente sa société pour leur business en marge de la semaine minière organisée à l'hôtel Carlia à Lubumbashi. À ce jour, nous avons avancé avec certains partenaires et je pense qu'en ayant 1 ou 2 mois, vous verrez la SNEL revenir auprès de vous pour commencer à matérialiser effectivement la solution de la télé-relève auprès de ses clients finaux. Une véritable opération séduction qui a consisté non seulement à rassurer les clients quant aux efforts de l'État à répondre à leurs attentes, mais aussi les investisseurs dans ces secteurs piliers de l'économie nationale. Nous nous sommes inscrits en 2 volets. Le premier volet, c'est que nous allons dans un sens où nous voulons faire d'abord de la récupération de la puissance ainsi que de la fiabilisation de ce que nous avons.
Mais les défis existent. Mais le directeur général ad intérim de la SNEL s'est apaisanti sur les solutions apportées suivant la vision du président de la République Félix Tshisekedi pour que la société atteigne une puissance capable de couvrir tous les besoins en énergie électrique, notamment à travers plusieurs projets en cours. La SNEL a des nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, à ce jour, c'est pour permettre à ce qu'on ait encore plus de disponibles en termes d'énergie électrique disponible intramuros en RDC. Pour ce faire, des projets à court, moyen et long terme et ceux déjà réalisés ont été présentés pour informer toute la clientèle du nouvel élan qu'a pris la SNEL. Toujours à ce sujet, les investisseurs et partenaires de cette société d'énergie électrique se sont exprimés en approuvant l'exposé. Ils ont adhéré au plan présenté par le directeur général afin de redynamiser ensemble avec la profession minière les secteurs d'énergie électrique en RDC. C'est le seul exercice qu'on peut faire, c'est un exercice salutaire. Il a été brillant durant son exposé et j'adhère à tout ce qu'il a présenté comme plan de redynamisation, mais en partenariat très étroit avec la profession minière. On a senti la volonté dans les chefs du DG ad intérim et nous on est des partenaires, on va donc encourager les ambitions. C'est un plan ambitieux et on voudrait produire plus d'énergie, plus d'électricité. Il faut renverser ce contraste déroutant où on a des entreprises minières florissantes et on a tendance à croire que la SNEL baisse alors qu'elle doit être au même niveau que les entreprises minières. Simplement excellent. Non seulement il est excellent, mais la présentation de la problématique, des solutions, de perspectives augure en tout cas un avenir radieux pour la SNEL parce que il faut des vrais spécialistes qui analysent la situation avec beaucoup de sérénité et de la technicité derrière. Pas trop de philosophie. C'est un homme qui a sa place. Ce plan de sauvetage il est intéressant et je continue à dire que ça doit être en collaboration avec les partenaires qui sont les miniers, les grandes industries et autres. Le 19 juin de chaque année, le monde célèbre la drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine principale, protéine du globule rouge. 300 000 naissances par an sont concernées par la maladie de la drépanocytose, un virus très répandu en Afrique et en Inde. Il est depuis devenu très présent en Amérique, tout particulièrement aux Antilles et au Brésil, ainsi qu'en Europe de l'Ouest du fait des mouvements des populations. L'hémoglobine transporte l'oxygène depuis les poumons vers les tissus et participe à l'élimination du dioxyde de carbone. Dans la drépanocytose, la forme anormale adoptée par cette protéine engendre des déformations des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides. Ces anomalies favorisent l'anémie, des crises vaso-occlusives douloureuses et un risque accru d'infection. Les avancées dans la prise en charge de la maladie ont permis d'augmenter l'espérance de vie moyenne des malades. Aujourd'hui, elle est autour de 45 ans lorsqu'elle n'était que 35 ans. Il y a eu une quinzaine d'années, mais qu'à cela ne tienne. La meilleure défense consiste à adopter quelques mesures simples contre les informations, adopter les habitudes saines et les personnes atteintes de drépanocytose doivent boire 8 à 10 verres d'eau par jour. Elles doivent également essayer de ne pas avoir trop chaud, trop froid ou d'être trop fatiguées. Ne pas consommer du lait cru, pas non plus des produits laitiers, fromage par exemple. Ici est de noter qu'il est recommandé à toute personne de faire un test sanguin afin de connaître son statut hémoglobinique. Vaut mieux prévoir que guérir. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi se poursuivent normalement. Confirmation du directeur provincial de la régie des voies aériennes RVA Kasaï Oriental, Romain Chinyama Kabongo Mukishi. Il l'a dit lors d'un entretien avec nos reporters sur place à Mbujimayi. Sur place à l'aéroport, les constats certifient la version du commandant de la RVA, des couches d'enrobés déjà coulées pour le nouveau tarmac, la tour de contrôle en train d'être construite, caserne anti-incendie, déjà 80% des travaux exécutés, pendant que ceux du champ voltaïque sont à 70%. Romain Chinyama, directeur de la RVA Mbujimayi, déplore tout de même l'arrêt de ces travaux pour une durée d'environ 3 mois et demi. C'est là suite au ralentissement d'approvisionnement en logistique.
Parce que même localement, on n'arrivait pas à s'approvisionner. Et vu que ça a repris, vu qu'on est en saison sèche, on va profiter de la saison sèche pour acheminer davantage du matériel et puis profiter aussi pour avancer parce que ça a un peu bousculé nos plannings. Mais nous devons croire qu'on arrivera quand même à réaliser, n'est-ce pas, la majorité de ce planning tel qu'arrêté. Pour le reste, on attend l'arrivée des bitumes, on attend l'arrivée de certains wagons qui sont encore à Kamina, qui sont à Lubudi, qui sont à Likasi, et certains matériels sont encore à Quai, à Lubumbashi. On ne fait que attendre. Les autorités, c'est de nous aider à ce que tout ce qui est bloqué arrive. À la population, c'est qu'elle soit patiente. On va donner une œuvre à la population qui permettra à ce que les générations futures puissent en profiter. Parce que le développement d'un aéroport, c'est le développement d'une ville. Le directeur de la RVA Mbujimaï précise que cet ouvrage fera la fierté non seulement du Kasaï oriental, mais aussi de la République démocratique du Congo, car construit selon les normes internationales. Le gouvernement provincial de Kinshasa avait pris certaines mesures sur la nuisance sonore pour sauver la population de certains bruits. Plusieurs mois après, les nuits sont toujours agitées en République démocratique du Congo. Nous avons précisément pris le cas de Kinshasa dans le district de Tchangu. Les tenanciers des bars, boîtes de nuit et terrasses n'entendent pas raison et font subir des calvaires à la population. C'est un reportage de monsieur Philippe. Au Palais du Peuple, la société civile Action citoyenne contre les antivaleurs a déposé un mémorandum pour la population de Mwenga sur la question de l'exploitation minière. Malgré les recommandations des élus nationaux, il y a plusieurs mois, il n'y a pas encore application. Les artisanaux se plaignent et demandent que leurs exigences soient prises en compte par le gouvernement. Vous vous souviendrez qu'il y a eu une descente de députés nationaux et provinciaux au niveau de Mwenga pour chercher à résorber la question de l'exploitation minière à Mwenga. Nous avons dit, parmi les recommandations de l'Assemblée nationale, il y a eu le retrait immédiat et sans effets rétroactifs du titre de l'ex-Banro, aujourd'hui Stratégos, qui ne fait rien dans le cadre des exigences sociales ou sociétales. C'est ce que nous sommes venus réitérer, comme beaucoup. Donc je joins ma voix à plusieurs qui ont dit marcher, qui ont dit manifester à Mwenga et partout ailleurs pour exiger ou demander de Madame la ministre des Mines de retirer sans délai, sans condition, le titre de Kamituga et Lubushwa Mining pour, au besoin, en partager auprès de ces artisanaux réunis en coopérative ou bien des entreprises qui sont capables, qui ont le moyen pour répondre aux exigences de la communauté. Et nous, comme répondants de la communauté, nous sommes venus déposer ce qui est la volonté de la communauté locale, c'est de dire, nous devons que la ministre retire en toute urgence ces titres de Kamituga et Lubushwa Mining pour chercher à trouver la solution et répondre à la question du peuple d'abord que nous avons tant dit, la vision du chef de l'État. Au Mali, les résultats du référendum sur la nouvelle constitution organisé dimanche sur les rives du Djoliba sont attendus dans 72 heures à compter de ce lundi. 8,4 millions d'électeurs étaient appelés dimanche aux urnes pour se prononcer sur la nouvelle constitution. C'est le premier scrutin depuis l'avènement de la junte qui avait valeur de test mais dont la menace djihadiste et les désaccords politiques ont empêché la tenue dans de nombreuses localités du nord et du centre de ce pays. Une délégation du commissariat général du festival panafricain de musique FESOAM a séjourné à Kinshasa, objectif porté à l'endroit des autorités du pays, une invitation pour la 11e édition dédiée à la rumba congolaise. C'était samedi au cours d'un point de presse organisé au Musée national.
En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont dompté hier les Panthères du Gabon en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une victoire qui a totalement relancé les Fauves congolais dans le groupe I en basketball. Les Léopards préparent la 2e édition de l'Afro-CAN qui aura lieu en Angola du 8 au 16 juin. Le point avec Christian Bokaya qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian, je l'espère de très très bonne humeur. De très très bonne humeur certainement. Christopher Ochokoum, bonjour à vous, bonjour également aux amis sportifs branchés en ce moment. Ce qui explique votre bonne humeur justement, c'est ce sursaut des Léopards qui ont une chance de prendre part à la fête de 2024 en Côte d'Ivoire. Effectivement, ces Léopards ont été tout simplement héroïques hier face aux Panthères du Gabon. En match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Obligés de s'imposer pour rester en course de la qualification à la prochaine CAN, les Léopards ne sont pas passés par 4 chemins et ont dompté les Panthères devant leur public dans un match très tendu. La RDC trouvera le chemin défilé à la 34e minute de jeu par l'entremise d'Aaron Chibola. On jouait bien sûr la 34e minute de jeu sur un corner tiré par Arthur Maswaku. 1-0 score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Léopards vont baisser un tout petit peu du rythme et s'exposer aux assauts des Panthères. Heureusement que Lionel Mpassenza va garder sa cage inviolée. Entré au dernier quart d'heure du match, Fiston Maye-Lekala va tuer cette rencontre avec une frappe limpide en pleine surface de réparation, ce qui va permettre à la RDC d'empocher 3 points et infliger au Gabon sa toute première défaite au stade de la rénovation de Franceville. 20 ans après, on va écouter le soir le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, puisqu'on suppose qu'il est l'homme de la situation. Il a pris l'équipe nationale qui était pratiquement dans le gouffre et là, il nous redonne du sourire. On l'écoute. Maillot que lui hier en blanc. Oui, c'est pour une première que j'arbore en fait le maillot de l'équipe nationale. J'étais trop confiant. Bon, pas trop confiant, mais j'étais confiant. Après avoir vu la double confrontation contre la Mauritanie, je me disais qu'avec cette équipe-là, on pouvait battre le Gabon à Franceville, même si d'aucuns étaient encore un peu plus pessimistes. Et vos prédictions étaient donc très bonnes. Il n'y avait pas que les Léopards. Ouais. Le week-end était morose pour les grosses écuries, la plupart. Beaucoup de surprises le week-end de Christopher Ochokoum. Déjà, les Lions de l'Atlas du Maroc ont été battus, comme on peut bien voir sur ces tableaux, par le Bafana d'Afrique du Sud. 2-1. Les Aigles de Carthage de la Tunisie ont aussi courbé l'échine face à la Guinée. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, a été étriée par la Zambie. 3-0. Les Aigles du Mali ont corrigé les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. C'était bien sûr hier au stade de Massamba-Déba. En tout cas, la RDC a fait l'essentiel de son côté en prenant 3 points et s'est relancé dans les groupes I en attendant l'autre match de ce groupe qui mettra bien évidemment aux prises le Soudan à la Mauritanie. On va également parler de l'Europe où la Ligue des Nations s'est jouée avec une victoire de l'Espagne face à la Croatie en finale. L'Aurora a battu difficilement en finale la Croatie à l'issue de la séance. Ces belles images qu'on a vues, on en a fini avec le foot. On va parler maintenant du basketball avec l'Afro-CAN Angola 2023. Les Léopards basketball sont déjà aussi en train d'aiguiser le fer. Effectivement, Christopher Ochokoum, les Fauves congolais ont lancé la préparation depuis le vendredi à Kinshasa pour bien se lancer à l'Afro-CAN qui se tiendra en Angola du 8 au 16 juillet. À Luanda, nous sommes là bien sûr en Angola. Au total, 8 joueurs s'entraînent sous la houlette du sélectionneur Piero Ilunga dans des conditions en tout cas difficiles alors que les Léopards, à prime tenant du titre, devront participer à cette compétition en statut de favori. On écoute ici le sélectionneur de Léopards de la RDC. De penser aux champions d'Afrique tenant du titre de l'Afro-CAN qui sont là comme si on est abandonné. On sent ça parce que on ne voit aucun signe d'espérance en ce qui concerne cette préparation et on se demande si vraiment on doit aller défendre le titre ou on va aller juste pour se présenter en personne sans parents ou comment, je ne sais pas.
je demanderai plus précisément aussi au ministre des Sports de penser à notre cas tel que nous voyons la motivation du côté du football. Nous sommes là derrière le football, nous avons vu le match d'hier et nous espérons que cette volonté ira jusqu'au basket. En karaté, pour terminer, les championnats nationaux se tiendront cette semaine, Christian. C'est la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province, qui va accueillir cette 27e fête nationale du karaté. Ce sera bien sûr du 24 au 30 juin prochain. Et c'est le président de la Fédération des karaté d'eau du Congo, Maître Freddy Lakombo, qui l'a confirmé au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Sur place à Mbandaka se tiendront également les élections de membres du bureau exécutif dans la semaine du 2 au 9 juillet. Nous reviendrons avec beaucoup de détails dans l'édition vespérale de 19h45 avec Nathalie Okomposo. Merci beaucoup Christian pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher Ochokoum. Ce journal, quant à lui, est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Ce week-end, Télé 50 célébrera ses 13 ans d'âge. Son patron Jean-Marie Kassamba prévoit un événement qui permettra, comme chaque année, d'entrer dans l'intimité de ce média qui accompagne au quotidien les Congolais et leurs institutions. Nouvelle rassurante de la part des FARDC au front, plusieurs localités sous contrôle de la milice Codeco en Ituri ont été récupérées lors de l'opération chasse au chacal. Vous avez suivi dans ce journal le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région. Les Léopards ont sorti la tête de l'eau ce dimanche à Franceville, victoire 2-0 en match comptant pour la qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2024. 6 victoires il y a face au Soudan au match retour. Il y a une forte possibilité de se rendre à cette fête du football continental. Ne nous quittez pas, dans quelques secondes, c'est la revue de presse avec Héritier Ntambois. Héritier Tambois qui me rejoindra de l'autre côté du plateau comme Christian Bokaya tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher et salutations respectueuses à vous, messieurs et dames. 2 sujets pour votre revue de presse. D'abord, les chauffeurs de transport en commun qui s'indignent de la tracasserie policière à Kinshasa. Exactement Christopher. À ces sujets, actualité.cd renseigne qu'il y a quelques jours à Kinshasa, les chauffeurs de transport en commun avaient décrété une grève. Ces derniers exigeaient notamment la cessation des tracasseries de la police de circulation routière. Il est note que conduire sur la capitale du matin au soir sans se faire effrayer ou tracasser par des policiers est très rare. C'est un phénomène très rare d'après ces chauffeurs. Nos confrères rapportent que les taximens redoutent de se faire avoir par des agents de l'ordre réputés pour leur recours à certaines pratiques inappropriées comme crever des pneus ou encore confisquer arbitrairement leurs engins. Selon ces médias, Christopher, ceux dont leurs véhicules sont arrêtés peuvent débourser jusqu'à 300 000 francs congolais. Par ailleurs, à ces mêmes sujets, sur cet titre à sa une, tracasserie routière à Kinshasa, la SECO attend du gouvernement une solution durable. Alors que les routes quinoises étaient l'autre fois, je l'ai dit tantôt, séchées par les transports en commun, privées par le taximan, afin d'exprimer le ras-le-bol contre les tracasseries policières. Le président de la SECO Kinshasa, Henri Lisumbu, qui s'est livré à ces médias, demande au gouvernement de trouver une solution durable, sinon les chauffeurs ne tarderont pas une fois de plus à déclencher la grève. C'est ce que rapporte 7 sur 7 Christopher Ochokoum. On va parler à présent d'un sujet en international, le naufrage en Grèce. Des centaines de migrants étaient enfermés dans la cale. Exactement, et puis j'en termine là-dessus Christopher. Selon le média Ouest France, 5 jours après le naufrage d'un bateau de pêche transportant des migrants au large de la Grèce, des témoignages lèvent peu à peu le voile sur l'ampleur de la catastrophe et sur l'identité des passagers. Alors, des centaines de femmes, d'enfants et des ressortissants pakistanais semblent avoir été coincés dans la cale, ce qui alourdirait considérablement
le bilan. Près de la moitié des survivants sont des Égyptiens, tous des hommes, selon une liste publiée samedi par le consulat égyptien à Athènes. D'un média à un autre, Christopher Otiokoum, France 24, mentionne à sa une naufrage meurtrier en Grèce, 9 passeurs présumés face à la justice. Il s'agit là des Égyptiens qui sont soupçonnés d'être des passeurs. Ils ont été présentés pour la première fois à un juge ce lundi. À en croire RFI, ces 9 hommes font partie de 104 rescapés qui s'est trouvé à bord du bateau en route de la Libye vers l'Italie. Et bien, avant de faire naufrage la semaine dernière au large de côtes grecques. Nos confrères soulignent, Christopher Otiokoum, que ces naufrages interviennent alors que la Grèce se rend une seconde fois aux urnes dimanche, c'est-à-dire ce 25 juin, pour les élections législatives. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otiokoum. Merci beaucoup, Héritier Ntamboa, pour ce tour de journaux. Je vous en prie. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir accordé votre attention. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.